d'autres personnes qui nous rejoignent. Hop, voilà. Normalement, je fais juste une vérification que tout le monde... Je n'ai pas de personnes en file d'attente. Non, c'est bon, impeccable. Donc, je poursuis là-dessus, sur le cadre légal. Donc, quand on parle de discrimination, on peut parler de stéréotypes et notamment de stéréotypes de genre. Est-ce que, comme ça, vous, vous connaissez les stéréotypes de genre? Est-ce que ça vous vient comme ça à l'esprit spontanément? Ouais, dans le transport, effectivement, Thierry, on peut avoir ce genre de choses, le routier, tout à fait. Globalement, un stéréotype, c'est euh, une représentation que l'on peut se faire, une croyance partagée par la société. Voilà, le routier en Marcel, tout à fait. C'est des simplifications, c'est un classement. Globalement, c'est des fonctions cognitives, et ça, c'est alimenté ou véhiculé par la société, la famille, nos amis, déjà malheureusement aussi dès l'école, les médias aussi jouent ce rôle, et puis bien sûr le milieu professionnel. C'est pour ça que ça nous intéresse d'en parler aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire un grand cours scientifique sur les neurosciences, mais globalement, dans notre cerveau, on a deux modes de fonctionnement. On a un mode plutôt de réponse rapide, qui est intuitif, émotionnel, finalement presque inconscient. Ça se fait tout seul et ça se fait sans effort. Et puis on a un deuxième mode qui est une réponse plus lente, qui va faire intervenir la réflexion euh, en conscience et qui va demander forcément plus d'efforts. À votre avis, au quotidien, on utilise plus quel mode? Le mode 1 ou le mode 2? Vous pouvez répondre comme ça à la volée, coupant le micro ou en mettant dans la conversation. Intéressant de voir ce que vous en pensez. Plutôt le 1, ouais. Tout le monde est d'accord avec ça? Et effectivement, c'est le mode 1 et plutôt en grande proportion. 90% de notre fonctionnement du quotidien, c'est basé sur le mode 1. Donc forcément, on a, à travers ce mode un peu inconscient, beaucoup de biais cognitifs. On va avoir un petit peu en détail quelques-uns, et donc derrière des stéréotypes, notamment de genre. Et donc c'est vrai que notre cerveau, par définition, est un peu feignant. Et donc forcément, être inclusif, ça demande des efforts, parce que ça demande de sortir de ces biais cognitifs et de ces réponses faciles, un peu toutes faites. Donc ça veut dire qu'il faut lutter un petit peu euh, contre son propre cerveau, finalement. Donc, c'est pas si évident que ça. D'où l'intérêt de promouvoir ces sujets pour changer, finalement, ce que la société ou nos entourages véhiculent. Et c'est notamment le cas en milieu professionnel. Donc, il faut prendre d'autres lunettes et prendre en compte que la réalité, elle est faite de complexité et que pour s'en affranchir, eh ben, il faut regarder les choses avec un autre regard. C'est un peu le message qu'on souhaite faire passer parce que ces stéréotypes, et quand on prend l'exemple notamment du stéréotype de genre, ben, on voit que c'est des constructions sociales, culturelles, et ça définit du coup derrière des attentes. Donc là, on vient de l'illustrer avec Thierry sur le transport. Si on pense à un chauffeur, on pense à un métier masculin, on pense à un haut routier, et puis avec un stéréotype même jusqu'à l'habillement, puisque voilà, Thierry l'a rajouté, on l'imagine en Marcel. Et ça, ben, c'est vrai que c'est fait dès le départ, dès la naissance, finalement, qu'on a ces stéréotypes-là, après, avec l'école, avec l'environnement, etc. Mais pas oublier que tout ça, ça évolue avec le temps, donc il n'y a rien de filé. Si on prend, pour illustrer ça, par exemple, aujourd'hui, on a encore ce stéréotype du rose pour les filles, pour la couleur, et puis du bleu pour les garçons. Il y a encore des hommes qui hésitent à mettre du rose aujourd'hui. Puis si on regarde un peu dans notre passé pas si lointain, mais à l'époque de la Renaissance, eh ben, la mode du rose, en tout cas du rouge clair, c'était plutôt dédié et exclusivement réservé à la mode pour l'élite, notamment pour les hommes et pour l'élite. Et là, on voit l'illustration avec ce tableau-là du gentilhomme en rose. Et on voit aussi, bah voilà, on est en collant, on a des chaussures, quand on regarde un peu à cette époque-là aussi, avec des talons, etc. Donc on voit que les époques changent et ce que ça véhicule aussi derrière, ça change. Mais aujourd'hui, il y a des attentes sociales de genre, malheureusement, où voilà, on attend derrière
pour les filles, on a des qualificatifs différents que pour les garçons. Et ça, on va le retrouver dans plein d'exemples. Mais voilà, ça, c'est pour illustrer ce côté voilà, douceur, calme, coquetterie pour les femmes, plutôt activité d'intérieur. Et puis pour les hommes, force, courage, meneur, et plutôt activité extérieure. Donc on a encore ces stéréotypes-là qui perdurent. Donc on a aussi besoin de l'entreprise pour pouvoir aller un peu au-delà. Quelques questions maintenant pour approfondir ces sujets et puis pour se rendre compte de certaines choses. À votre avis, est-ce que les stéréotypes de genre, ils reculent en France ou pas? Est-ce que ça s'améliore? Je vais répondre par oui ou pardon la conversation ou en coupant le micro. Profitons-en. Alors, il progresse, Valérie. Ça veut dire ça va dans le bon sens? Ouais, très lentement. C'est un peu ça. C'est plutôt des progrès lents, mais il faut faire attention parce que malheureusement, il y a une tendance aussi plutôt à la régression sur les sujets où on a d'un côté euh, des jeunes femmes qui sont de plus en plus féministes et là, on voit par un peu effet miroir de jeunes hommes. On le voit sur notamment les réseaux sociaux, ce genre de choses, où le masculinisme là prend un peu le dessus. Et donc on se rend compte que finalement, euh, on a, bien sûr, on a évolué sur tout un tas de sujets, mais on se rend compte que si on n'y prend pas garde, ces stéréotypes-là, les attentes et comment la société évolue, eh ben on peut régresser et revenir à des périodes où c'était pas forcément plutôt ce qu'on peut attendre d'une société qui vit bien, par exemple. Donc il faut ouais, avoir ça en tête aujourd'hui, malheureusement. Le sexisme progresse en France. Donc il y a des modes qui arrivent souvent d'outre-Atlantique, mais qui se répercutent ici. Et je vous posais d'autres questions sur, à votre avis, tout à l'heure, je disais, on a fallu mettre des quotas en France pour les fonctions de direction, parce qu'il y avait un vrai manque de représentativité des femmes dans les fonctions de direction. À votre avis, est-ce que les filles sont plus diplômées que les garçons à la sortie du système éducatif? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai pour Thierry? Ouais, effectivement, c'est vrai. Et alors, il n'y a pas forcément des très très gros écarts, mais sur les bacheliers, par exemple, dans une génération, c'est quand même 10% de plus. Les taux de réussite aux examens sont plus forts aussi. Et donc, ça veut dire que, en revanche, vous voyez, sur le taux d'emploi, les femmes sont moins présentes sur le marché des diplômés, des postes avec diplôme, alors que elles sont plus diplômées finalement. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un accès aussi à des fonctions qui se fait difficilement encore aujourd'hui en France. Et à votre avis, combien de papas prennent leur congé parental à taux plein? Est-ce que c'est 10%, 4,5% ou 0,80%? 10%? 4,5%? J'attends la réponse de Betty. Ouais, c'est 0,80, tout à fait. 0,80%. C'est 13% pour les femmes. Donc on voit bien aussi que même si, bah, grâce à la loi, on peut avoir euh, ce congé parental équitable, effectivement, eh ben, c'est pas toujours facile, parce qu'on se rend compte qu'il y a des biais aussi, puisque en moyenne, attention, hein, tout ça c'est toujours des moyennes, mais euh, avec des différences de salaire qui sont encore significatifs parfois entre les femmes et les hommes, et ben, ça peut être plus compliqué pour un papa de prendre le congé parental. Donc là, en 2026, il y a une nouveauté qui permet de pouvoir gommer un petit peu ces écarts-là. Mais pour l'instant, pour le moment en tout cas, ben, il n'y a pas beaucoup de papas qui prennent le congé à temps plein. Donc on voit encore qu'il y a pas à l'instar de d'autres pays, hein, notamment les pays du Nord, où il y a quasiment une parité complète sur les congés parentaux. Et donc, si on veut pouvoir changer les choses, on se rend compte aussi que dans la manière de présenter, de communiquer les choses, ça ne s'affiche pas. Ça y est.
Est-ce que vous voyez bien la communication sur la slide? Parce que moi, ça a eu il y a eu un petit loupé, une petite latence. Vous pouvez Ok. juste. Ouais, super. Donc, on voit que la communication, c'est un véritable levier pour aussi changer les mentalités. Tout à l'heure, on parlait pour rester dans le stéréotype de genre. Si je vous montre cette campagne de communication pour le recrutement euh, dans le domaine de l'informatique, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, la question d'ailleurs, est-ce que si je suis une femme dans ce domaine d'activité et que j'ai envie de postuler, est-ce que je sens on va m'ouvrir les portes facilement? Annonce masculine, ouais, tout à fait. Effectivement, Thierry. Je laisse Jean-Pierre, je vois que Jean-Pierre écrit aussi. Un peu pareil pour la suivante. Euh, Assistant, là, on voit qu'il y a un petit E pour maternelle. Assistante pour ouvrir un peu aux hommes et aux femmes le poste. Mais pour autant, on voit bien que quand on regarde en face, on n'a que des exemples de femmes, par exemple, sur les visuels. Donc, ça peut-être touche pas tout à fait la cible comme on aurait pu en attendre. C'est encore trop genré, effectivement. Et puis, voilà, un exemple de bonne communication, en tout cas à notre sens, c'est que là, par exemple, choisissez un métier de femme et d'homme, donc barré, un métier d'avenir tout simplement. Et devenez aide-soignant ou aide-soignante. Devenez pilote de ligne de bus. Et pareil, en montant une femme au volant du bus, ça permet aussi de montrer réellement, mon CPF ne passera pas, effectivement, Jean-Pierre. Donc c'est ça, c'est important de voir que aujourd'hui, la loi aussi a imposé bah, la féminisation aussi, ou en tout cas de gommer cette façon de présenter les offres d'emploi, toujours avec ce côté masculin, pour ouvrir finalement, euh, pour ouvrir les métiers, les postes, et montrer l'ouverture d'esprit pour éviter que les personnes qui se sentent pas déjà, dès le départ inclus, bah, en fait, s'interdisent parfois même de postuler. Donc on passe aussi à côté de talent à cause d'une mauvaise communication. Je vais vous présenter aussi, vous aurez le temps peut-être de les relire dans le support, mais il existe plein de stéréotypes, plein de biais cognitifs, mais c'est important d'en avoir quelques-uns à l'esprit, parce que finalement, aujourd'hui, quand on est dans ces stéréotypes-là, ben, c'est assez profond. Il y a un exemple, par exemple, sur le fait que, par exemple, bon, les filles, elles sont pas douées en maths, et puis les garçons, ils sont doués en maths. Et il y a encore une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, en 2007, sur les élèves de CE1. Et donc, si on présentait l'exercice sous forme de dire aux petites filles, c'est du dessin, un exercice de géométrie pour les garçons. Et si on faisait après le même exercice et qu'on disait l'inverse aux filles et aux garçons, eh bien, les filles réussissaient mieux quand on leur disait que c'était un exercice de dessin et les garçons réussissaient mieux quand c'était un exercice de géométrie alors que c'était le même exercice. Et donc, on voit bien que ces tendances aussi, eh bien, ces stéréotypes, ces attentes de la société, elle a un impact finalement dès le plus jeune âge. Et bah, forcément, bah, ça a comme derrière implication, même si on avait réussi à inverser un peu la tendance. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de filles qui sont présentes dans les matières, dans les disciplines scientifiques, arrivées après au secondaire, au lycée, et encore plus loin, même jusqu'à l'université. Donc, on voit que si on veut pouvoir donner une vraie égalité des chances sur le marché de l'emploi, ça se joue aussi dès le plus jeune âge. Et donc, de ce que nous, on renvoie aussi en tant que société. Donc, c'est important aussi pour l'entreprise, quand on parle de responsabilité, ça a du sens. Et puis après, c'est un peu les prophéties autoréalisatrices, c'est ce que je viens d'évoquer là. On dit quelque chose, tout est fait euh, pour finalement induire à la fin une certaine perte de confiance et qui ne favorise pas l'entrée sur le marché de l'emploi à des postes qu'on aurait souhaité faire. Euh, et puis après, il y a aussi un double standard avec cette société.
notamment sur le fait que les mêmes qualités qu'on va donner à un homme, on va les trouver positifs, et ces mêmes qualités qui vont être attribuées à une femme, on va pas forcément les trouver très positifs. On a l'exemple là de cette rappeuse américaine qui l'évoque sur le côté autoritaire, l'homme s'affirme, et puis si c'est une femme, c'est que c'est, je vais pas reprendre ces termes, mais ils sont affichés directement à l'écran. Donc voilà, c'est important de voir jusqu'où mènent les stéréotypes que l'on a. Mais bien sûr, euh, on va au-delà du genre. J'ai pris beaucoup d'exemples sur le genre, mais l'égalité ne se résume pas à une égalité femmes-hommes. Ça va un peu plus loin que ça. Et donc, lutter contre l'inégalité, c'est aussi lutter contre les discriminations. Est-ce que vous savez combien il existe, enfin, le nombre de critères de discrimination qui sont interdits par la loi? Est-ce que vous savez à peu près me dire qu'il y en a 5, 10, 15, 20? Combien y a-t-il de critères? Aucune idée. Eh bien, il y en a 25. Ils sont affichés là, hop, avec des petits pictos. Il faut savoir que ces critères-là, bah, c'est interdit de les utiliser pour discriminer à l'embauche, pour favoriser une promotion, ce genre de choses, parce que c'est sanctionné par la loi. Et que ce soit direct, ça veut dire volontaire, ou que ce soit indirect, c'est pareil. Et donc, c'est le sexe, c'est le nom de famille, c'est l'origine, ou par exemple l'accent, c'est les grossesses, par exemple, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, la situation familiale, le lieu de résidence, l'état de santé, on parle de handicap aussi, les mœurs qu'on peut avoir, les orientations sexuelles, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques. On va retrouver aussi la domiciliation bancaire, par exemple, les convictions religieuses, l'appartenance ou non à une ethnie, à une nation, etc. Euh, et pareil pour les lanceurs d'alerte, parce qu'il y a aussi la protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est assez récent. Donc voilà. Ouais, domiciliation bancaire, bah parce que aujourd'hui, ça peut être discriminant, notamment si on veut avoir l'accès à un logement, par exemple, si le compte en banque n'est pas en France, c'est pas un motif pour discriminer l'accessibilité à un dossier de logement, par exemple. Ça fait partie des 25 critères définis par la loi. Euh, donc là, pour vous, notamment sur le contexte professionnel, bah, là où vous avez le plus, j'imagine, dites-moi d'ailleurs, c'est intéressant de me dire ce avec quoi vous avez le plus, mais il y a forcément le sexe, l'âge, la situation de handicap, l'origine des personnes. Ça peut intervenir par le nom de famille, par exemple. Il y a eu plein d'études là-dessus, avec les mêmes CV de mêmes personnes, où on change les noms de famille, où il y a une connotation d'origine différente, et on voit qu'ils sont pas rappelés versus avec exactement le même les mêmes qualifications dans le CV. Donc on voit qu'aujourd'hui, tous ces éléments-là, ça persiste. Et donc il faut être vigilant. Pour vous donner une définition de ce qu'est la discrimination, entre guillemets, c'est vraiment de traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre dans une situation qui est comparable, en raison d'un de ces critères que je viens de vous évoquer. Et ça, c'est de manière directe ou indirecte. Alors, encore une fois, direct, c'est quand c'est volontaire. Par exemple, sur une situation d'embauche, vous pouvez avoir comme réponse que le poste implique de manager des équipes jeunes, donc on cherche quelqu'un qui est plus jeune que vous. Voilà, ça c'est directement une discrimination de l'âge. Ça c'est interdit par la loi, mais ça peut être indirect. On peut être sur, voilà, dire aujourd'hui on fera une promotion ou une prime pour les salariés qui sont présents tous les jours en présentiel, qui font donc pas de distanciel. Et donc ça, bah, c'est aller un peu vite en se disant que, pardon, euh, de fait, on peut exclure, même si ça paraît neutre en apparence, mais les personnes qui sont en situation, par exemple, de handicap ou qui sont en situation d'aménagement du temps de travail lié à leur santé, qui font plus de télétravail, par exemple, que les autres. C'est un télétravail qui est plus subi que voulu, par exemple. Et tous ceux qui ont des aménagements de temps de travail,
des retours de congé maternité, par exemple, des situations de 80%, ce genre de choses. Donc là, voilà, il faut faire attention parce que même quand c'est involontaire ou quand une règle paraît neutre au départ, c'est bien de s'interroger aussi, de savoir quelles conséquences ça peut avoir. Et donc, l'idée, quand on parle d'inclusion, parce que c'est un terme qui n'est pas si évident que ça, peut-être pour certains, certaines à imaginer, mais parfois des petits schémas valent plus que de grandes explications. Et donc, là, on se rend bien compte qu'on a en bleu une société faite d'hommes et de femmes, et puis on exclut les personnes en situation de handicap, les plus vieux, les personnes qui ne seraient pas de la même couleur, les personnes qui auraient des orientations sexuelles différentes, par exemple. Et ben, quand ils sont exclus, c'est-à-dire qu'ils vivent autour, ils ne sont pas dans le cercle. Quand on parle de ségrégation, c'est carrément, là, on les met, c'est deux cercles qui cohabitent l'un à côté de l'autre sans jamais se rencontrer. Et puis, l'intégration, c'est quand on accepte qu'ils rentrent dans le cercle, mais plutôt dans leur propre cercle. C'est-à-dire que là, on va avoir une politique, on va dire, limitée. On va pouvoir favoriser certaines choses, mais si tu fais comme nous, on t'intègre, et sinon, c'est plus compliqué. L'inclusion, c'est la décision vraiment de vivre tous ensemble dans le même cercle, de faire cohabiter tout le monde. Donc, forcément, c'est pas toujours facile, ou ça demande, tout à l'heure, je l'ai dit, avec notre cerveau qui a besoin de fonctionner, enfin, qui fonctionne assez rapidement à 90%, ça demande de faire des efforts, ça demande de revoir des communications, ça demande de revoir des pratiques qu'on n'avait pas réinterrogées sous cet angle-là, dont on ne pensait pas que les conséquences pouvaient nuire. Donc, c'est d'avoir un changement de pratique et une vision aussi, prendre un peu de recul et puis un regard critique sur ce que l'on fait depuis longtemps. Voilà, essayer de se mettre un peu aussi à la place des autres pour essayer de le comprendre. D'où l'intérêt effectivement, tout à l'heure, j'évoquais la charte, pour pouvoir établir clairement quelle est la volonté de l'entreprise sur ces sujets-là. Pour aller un peu plus loin, pour voir où on en est aussi en France, comme ça, à la volée, j'ai 10 petites questions pour vous. Est-ce que, pour me dire si c'est vrai ou si c'est faux, plus de 9 personnes sur 10 en France pensent qu'il existe des discriminations dans l'emploi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Effectivement, c'est vrai. Plus de 9 personnes sur 10 pensent qu'il existe des discriminations. Donc, si c'est 9 personnes sur 10, on peut estimer que c'est parce que, sans doute, ça existe réellement. Est-ce que le handicap est devenu en 2024 le premier motif de saisine des défenseurs des droits? Et est-ce que ça parle à tout le monde, ça, le défenseur des droits? Ouais. Et oui, c'est vrai, tout à fait. C'est devenu en 2024 le premier motif. Donc, ça veut dire qu'il y a un sujet aussi sur cette thématique. Pour l'interrogation, pourquoi, Thierry? Tu m'entends? Oui, Oui, pardon. Florent? Oui, bonjour Oui, tout le oui, monde. vas-y. Non, parce que je ne savais pas en fait. J'avais aucune idée sur la réponse. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Je ne savais pas me Parfait. positionner entre le vrai et le faux. Voilà. Est-ce que les discriminations liées à l'origine ont diminué entre 2022 et 2024? Est-ce que ça s'améliore? Vrai ou faux? Vrai? Eh bien non, c'est faux. Malheureusement, ça n'a pas diminué. Ça a même augmenté. En 2024, près de la moitié des réclamations liées à l'emploi concernaient le sexe ou la grossesse. Plutôt vrai ou plutôt faux? Eh bien, c'est vrai, oui, tout à fait, Thierry. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé d'égalité de genre et de sexe aujourd'hui. Zut, j'étais un poil trop vite. Ah ben non, c'est les deux, ça fait longtemps, pardon. Les descendants d'immigrés déclarent aujourd'hui moins de discrimination que les immigrés. Grosso modo, est-ce que ça a évolué entre la situation de leurs parents et là? Eh bien, non, malheureusement, c'est faux pour celle-ci aussi. L'âge n'est presque plus un facteur de discrimination dans l'emploi en France. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, vous pensez que l'âge est devenu moins
un critère de discrimination. Ouais, effectivement, c'est faux. C'est encore malheureusement un critère important. Les jeunes sont moins exposés aux discriminations dans l'emploi qu'en 2016. Grosso modo, est-ce que ça s'améliore pour les jeunes? Et non, c'est faux, et ça ne s'améliore pas non plus pour les jeunes. Les discriminations augmentent, mais les réclamations officielles diminuent. Oui, c'est vrai, tout à fait. Les personnes ayant vécu du racisme ont un risque 2 fois plus élevé de déclarer des discriminations. Parce que, voilà, parce qu'il y a oui, tout à fait, c'est vrai aussi, Jean-Pierre. Et la dernière, ah non, c'est faux, pardon. J'ai confondu les couleurs. Les personnes ayant vécu du racisme ont un risque 2 fois plus élevé. Celle-ci est fausse. Le critère de discrimination le plus fort n'est pas le genre ou l'âge, mais l'origine réelle ou supposée des personnes, notamment la couleur de leur peau. Ouais, Thierry, vous tu dis vrai. Effectivement, effectivement, c'est vrai. Vous allez voir sur le support après pour y voir plus clair. Vous avez ici en vert celles qui sont vraies et en rouge celles qui sont fausses. Donc voilà, ça montre bien tout à l'heure ce que j'évoquais, c'est que même si la situation s'améliore, enfin, on peut voir des améliorations sur un certain nombre de sujets. Il y en a plein d'autres qui ne s'améliorent pas malheureusement. Donc il y a encore beaucoup de travail, d'où l'importance pour les entreprises aussi de pouvoir changer les codes, participer à cette vision un peu différente en entreprise. Et donc justement, ça amène à se dire, vous avez une question? Sur la route. Non, je coupe le micro. Allô. Ok. Euh, Comment agir en entreprise? Alors là, on va peut-être pas pouvoir faire le tour de la question avec un webinaire ce matin, mais à votre avis, comme ça, est-ce que vous pouvez me dire quelles actions vous pouvez mettre en place ou vous mettez déjà en place chez vous, peut-être, pour illustrer ça? Comment une entreprise peut agir? Est-ce que vous avez des éléments? La communication, ouais, tout à fait. Merci Thierry. Alors, je vais vous aider un petit peu. Nous, on a relevé un certain nombre de choses que l'on peut faire. Il y a un index égalité qui existe aujourd'hui. Le violentomètre aussi, on peut communiquer, on peut faire un diagnostic sur les violences sexuelles et sexistes au travail. On peut faire en sorte que le comité de direction, les instances dirigeantes prennent ce sujet à bras le corps. On le sait, c'est comme quand je vous ai présenté pour celles et ceux que j'accompagne sur les rapports RSE, l'importance de l'implication de la direction sur un sujet. C'est vrai aussi pour la diversité et inclusion, si on veut pouvoir faire évoluer les mentalités. Effectivement, on peut faire des ateliers aussi, des sensibilisations, des actions avec les équipes. Euh, on peut aussi aller sur de l'informel avec voilà, sur les temps de séminaire ou en tout cas les temps un peu plus ludiques en équipe, les team building par exemple, les moments de cohésion peuvent être des sujets. Il y a par exemple des accès qui est très sympa, je vous invite à faire et vous pouvez me demander après, pas par mail si vous voulez plus d'éléments d'information, mais on peut avoir des ateliers avec la réalité augmentée, avec des lunettes virtuelles pour se mettre un peu dans la situation de personnes en situation de handicap au travail, justement. Donc, ça va permettre de pouvoir se rendre compte aussi, afficher ses valeurs, ouais, tout à fait, Jean-Pierre, afficher clairement sa volonté sur ces sujets-là. Et puis, vous allez retrouver aussi toutes les politiques, les aménagements de travail que vous pouvez avoir. Et puis, savoir comment on signale les éléments qui ne rentrent pas dans les clous pour être capable aussi de pouvoir recueillir l'information et de pouvoir avoir un état des lieux voilà, transparent de ce qui se passe au sein de vos structures. Bien sûr, il y a vos documents de gestion des risques que vous avez sans doute déjà les uns les autres. En fonction de la taille de votre organisme de formation, vous pouvez avoir des références sur ces sujets-là. Je sais que c'est déjà le cas, par exemple, dans certains nombres
d'OF que j'accompagne qui sont présents aujourd'hui. Effectivement, d'avoir un budget aussi par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, dans la communication qu'évoquait Thierry, et les campagnes de sensibilisation aussi, en plus de la manière dont on aimer les offres d'emploi, par exemple. Et puis, c'est toute une culture d'entreprise, finalement, aussi à transformer au fil de l'eau. Et c'est pour ça que nous, on préconise déjà la rédaction d'une charte qui peut amener demain à l'obtention d'un label. Il existe plein de labels autour de cette thématique-là pour justifier de vos actions et puis qui peuvent aider aussi à structurer ces actions-là. Et donc la charte, c'est la première, on va dire, c'est la première étape pour pouvoir guider sur qu'est-ce qui est important pour vous, à quoi vous voulez, sur quoi vous voulez être vigilant, qu'est-ce que vous voulez promouvoir, comment vous voulez le faire, et puis l'afficher clairement, comme l'évoque là Jean-Pierre, pour aussi que tous les nouveaux entrants dans vos différentes structures puissent comprendre et se mettre dans le moule, finalement, mais dans un moule qui inclut tout le monde. C'est toujours mieux comme ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation déjà? Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. J'aime bien garder un petit peu de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, s'il y a un élément que vous n'avez pas bien perçu, et puis aussi avoir votre avis sur ce temps d'échange et sur ce webinaire. C'est toujours utile. Merci Thierry. Je vois que Jean-Pierre est en train d'écrire. Est-ce que quelqu'un d'autre, sans forcément écrire, mais là on est peu nombreux, profitez-en. Si vous voulez même intervenir en coupant votre micro, on peut profiter de ces échanges-là. Si vous voulez partager une anecdote aussi, une action, quelque chose que vous mettez en place qui fonctionne bien, qui peut être utile aux autres, n'hésitez pas. C'est aussi à ça que sert ce moment. Non, pas plus de retour que ça. Eh bien, ça marche. Dans le support, vous verrez, j'ai mis un certain nombre d'éléments si vous voulez aller plus loin pour creuser certains sujets, parce que on l'a vu ce matin tout à l'heure autour de table, plus ou moins. Vous n'avez pas forcément choisi cet atelier-là pour approfondir la question, mais la sensibilisation qui est faite dure 1 heure et demie, donc il y aura un peu plus longtemps, on va un peu plus loin. Donc vous pouvez aussi, vous verrez, il y a un certain nombre d'accès à des contenus, peut-être des choses que vous connaissez déjà, notamment, je pense, aux violences sexuelles sexistes au travail. On a le baromètre ici sur ce qui est OK et puis ce qui ne l'est pas du tout. Et puis, vous le verrez, je vous ai rajouté aussi les éléments. Donc, je vous invite, tout à l'heure, j'en ai parlé un tout petit peu. C'est un petit peu long à s'afficher. C'est les ressources utiles avec l'ANACT. L'ANACT, on en a parlé un petit peu sur la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Donc, comme c'est égalité au travail, égalité professionnelle, c'est un aspect à part entière des systématiques de la QVCT, il y a un certain nombre de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, notamment dans la construction d'une charte, dans la sensibilisation, dans la compréhension de certains sujets aussi. Vous allez voir, nous, on trouve que c'est assez bien fait. Et vous avez tout un tas de ressources complémentaires qu'ils ont pu faire où ils donnent accès à d'autres types de ressources qui n'ont pas forcément été élaborées par l'ANACT. Donc, voilà, sur la sensibilisation, il y a des jeux un peu ludiques sur des moments d'échange que j'évoquais sur le ludique. Voilà, différents accès aussi, même en format numérique. Comment aussi se former, parce que voilà, tout ça, ça s'apprend aussi. C'est de la montée en compétences, finalement. Et donc, vous pouvez aussi vous renseigner par rapport à ça. Et puis, comment aussi orienter. Parce que après, quand on est victime de discrimination, on ne sait pas toujours comment s'y prendre en interne. Donc, c'est une bonne, un bon moyen aussi pour pouvoir avoir un peu d'aide. Il y a aussi des numéros qui sont dédiés à ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir aussi peut-être les remettre, ces éléments-là, dans un process pour vous en interne,
pour que tout le monde soit bien OK, parce que c'est pas toujours facile d'aller remonter ces éléments-là à la hiérarchie en direct. Donc parfois, c'est bien d'avoir aussi notre écoute pour ce genre de sujet. Et puis il y a d'autres, il n'y a pas que le violentomètre des violences sexuelles et sexistes au travail. On le voit un peu partout, on le voit dans les cabinets médicaux, on le voit, enfin, dès qu'il y a de l'accueil du public, on voit un peu ce genre de choses pour les violences conjugales, par exemple. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'on peut aller plus loin que ce que l'on fait, comme dans le monde du travail. C'est pas que lié aussi au monde du travail, on peut aller un peu plus loin. Encore une fois, l'idée, c'est de changer un peu en profondeur euh, la société et les images véhiculées par nous-mêmes, en fait, même des fois sans s'en rendre compte. Donc, c'est le changement, c'est toujours un peu plus long, mais c'est plus solide, plus robuste à la fin. Merci à vous, merci à toutes et tous. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un veut partager une, euh, un élément là-dessus, me faire un retour peut-être sur le webinaire aussi, sur est-ce que ça a répondu à vos attentes? De rien, merci Jean-Pierre. Super. Merci Agnès. Eh ben oui, merci Thierry, tout à fait. Merci à vous et bon week-end à venir. Peut-être même un départ en vacances pour certains ou certaines. Donc oui, oui, j'envoie le support. Enfin, je ne vous l'envoie pas en direct. Le support, il sera comme d'habitude présent sur la plateforme Bookango avec l'intégralité des 11 autres webinaires qui ont été faits. Euh, et puis, vous aurez également la retranscription en vidéo pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.